La traînée de sang menait directement à son puits. Tobias Hartwell avait vu suffisamment d'animaux blessés au cours de ses 37 années passées dans ce ranch perdu pour savoir faire la différence entre le sang d'un cerf et de toute autre chose. Mais lorsqu'il suivit ses gouttes cramoisies jusqu'au coin de sa grange, ce qu'il découvrit lui fit geler la main sur son fusil. Un jeune guerrier indien gisait recroquevillé contre le mur de pierre de son puits, une main pressée désespérément contre une plaie béante sur le côté, l'autre tendue faiblement vers le seau en bois suspendu à 1 mètre au-dessus de sa tête. L'homme respirait par à-coups, douloureux et saccadé, et ses yeux sombres, bien que voilés par la douleur, suivaient chaque mouvement de Tobias avec la vigilance de quelqu'un qui s'attendait à ce que la mort vienne de n'importe quelle direction. Nous étions en 1847, le genre d'année où trouver un Indien sur sa propriété signifiait une seule chose, des ennuis. Le genre d'ennui qui pouvait valoir à un homme d'être scalpé dans son sommeil ou brûlé vif dans sa propre maison. Tous les voisins dans un rayon de 80 km diraient la même chose à Tobias, mettez une balle dans la tête du sauvage et enterre-le profondément, là où personne ne trouverait jamais le corps. Tobias leva son fusil, le doigt suspendu au-dessus de la gâchette. C'était la chose intelligente à faire, la chose sûre, la chose attendue, mais quelque chose dans ses yeux sombres l'arrêta net. Ce n'était pas seulement la douleur qu'il voyait là, c'était la même soif désespérée qu'il avait ressentie pendant la sécheresse de 44, lorsqu'il était resté 3 jours sans boire et avait cru mourir de soif. Le même besoin humain qui transcendait la couleur de peau, la langue ou le camp dans lequel on était né. L'Indien essaya de parler, les lèvres gercées et ensanglantées, mais seul un murmure sortit, de l'eau. Tobias baissa son fusil et attrapa le seau. Ses voisins le traiteraient d'imbécile, son frère resté dans l'Est dirait qu'il avait perdu la raison à cause de la solitude de la frontière, de l'enfer. Peut-être aurait-il raison, mais alors qu'il s'agenouillait à côté de cet étranger blessé et pressait le bord en bois contre ses lèvres, le regardant boire comme un homme sauvé de la noyade, Tobias savait une chose avec certitude, il était sur le point de changer leur vie à tous les deux pour toujours. Ce que Tobias ignorait, c'est que ce guerrier blessé n'était pas n'importe quel membre des tribus locales et que ce qui allait se passer ensuite amènerait plus de cavaliers dans son ranch qu'il n'avait jamais vu de toute sa vie. L'Indien buvait comme un homme qui n'avait pas vu d'eau depuis des jours, 3 seaux pleins avant que ses mains tremblantes ne parviennent enfin à tenir le bord du seau. Tobias observait chaque gorgée, son esprit tournant à toute vitesse, pensant aux implications de ce qu'il venait de faire. Dans cette région, faire preuve de miséricorde envers un Indien revenait à signer son propre arrêt de mort. Mais alors que la couleur revenait lentement sur le visage du guerrier, Tobias remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. La blessure à la tempe de l'homme n'était pas due à l'attaque d'un animal ou à un accident de chasse. C'était un trou de balle, encore frais et sanglant. À en juger par l'angle et les traces de poudre autour des bords, quelqu'un lui avait tiré dessus à bout portant, récemment, ce qui signifiait que celui qui avait fait cela était peut-être encore à sa recherche, suivant peut-être la même traînée de sang qui menait directement au ranch de Tobias. Se dirigeant peut-être vers sa propriété en ce moment même, les armes chargées et les questions auxquelles Tobias ne pouvait répondre. L'Indien semblait sentir sa peur. Avec beaucoup d'efforts, il leva une main et pointa vers l'horizon, puis fit un geste de coupe sur sa gorge. Son message était clair, le danger approchait. Tobias sentait son cœur battre à tout rompre contre ses côtes. Tous ses instincts lui criaient de traîner cet étranger blessé loin de sa propriété, de cacher les preuves, de faire comme si rien ne s'était passé, mais l'homme pouvait à peine s'asseoir, encore moins marcher. Le déplacer maintenant le tuerait probablement, et le laisser ici revenait à accrocher une cible dans leur dos, une cible que, quand Tobias l'entendit, le son qu'il avait maintenu en vie pendant 12 ans de vie à la frontière, des bruits de sabots au loin, plusieurs chevaux galopant à toute vitesse, venant droit vers son ranch. L'Indien les entendit aussi, ses yeux s'écarquillèrent de ce qui semblait être une peur authentique et il essaya de se coller contre le puits, comme si le fait de se faire plus petit pouvait d'une manière ou d'une autre le rendre invisible. Du sang commença immédiatement à couler entre ses doigts, là où il les pressait contre sa blessure. Tobias attrapa le seau vide et effaça la traînée de sang aussi vite qu'il le pouvait, mais il n'avait pas le temps de tout nettoyer. Les écrivains ils seraient là dans quelques minutes, peut-être moins. Il baissa les yeux vers le guerrier blessé, cet étranger qui avait fait irruption dans sa vie et l'avait bouleversé en l'espace d'un après-midi, un homme dont la présence dans son ranch pouvait les faire tuer tous les deux, mais dont les yeux sombres reflétaient quelque chose que Tobias n'avait jamais vu chez un Indien auparavant. De la gratitude, une pure gratitude humaine. Le bruit des sabots se rapprochait, suffisamment pour qu'il puisse les compter, 5 chevaux, peut-être 6, tous au galop, ce qui suggérait qu'il ne venait pas pour une visite amicale. Tobias fit son choix en une fraction de seconde, sachant que ce serait peut-être le dernier choix qu'il ferait jamais. Il ne pouvait pas porter le blessé,
mais il pouvait le sévener pas pour une visite amicale. Tobias fit son choix en une fraction de seconde, sachant que ce serait peut-être le dernier choix qu'il ferait jamais. Il ne pouvait pas porter le blessé, mais il pouvait le cacher, le vieux vendeur de racines, derrière la grange, s'il pouvait arriver jusque-là. Mais alors qu'il se baissait pour aider l'Indien à se relever, le guerrier lui saisit le poignet avec une force surprenante et secoua lentement la tête, puis il fit quelque chose qui donna la chair de poule à Tobias. Il sourit, non pas le sourire reconnaissant d'un homme sauvé, mais le sourire entendu de quelqu'un qui comprenait exactement qui arrivait par-delà la colline. Les cavaliers franchirent la crête comme un nuage d'orage apportant la foudre, 6 hommes à cheval, un nuage de poussière derrière eux, leurs fusils brillant dans le soleil de l'après-midi. Tobias reconnut immédiatement le cavalier de tête, le marshal Dixon Webb, un homme dont la réputation de violence le précédait dans toutes les villes d'ici à Santa Fe. Webb était le genre d'homme de loi qui tirait d'abord et posait les questions, surtout lorsqu'il s'agissait de problèmes avec les Indiens. Le genre qui collectionnait les scalps comme des trophées et appelait cela la justice. Le genre qui brûlerait un ranch chez tous ses occupants s'il les soupçonnait d'abriter des fugitifs. Tobias se tenait devant le puits, son corps cachant l'Indien à la vue, essayant de donner l'impression qu'il n'avait rien de plus urgent à faire que de réparer un poteau de clôture cassé. Sa bouche était sèche comme le sable du désert. Webb retint son cheval à seulement 3 mètres de distance, suffisamment près pour que Tobias puisse voir le calcul froid dans ses yeux bleus pâles. Les 5 autres hommes s'étaient disposés en demi-cercle, les mains posées sur leurs armes. Ce n'était pas une visite de courtoisie. « Bonjour, Hartwell Webb, dit-il d'une voix traînante, celle d'un homme qui sait qu'il a toutes les cartes en main. Nous suivons la trace d'un Indien blessé. Une traînée de sang mène directement à votre propriété. » Tobias sentit la sueur perler sur son front malgré la fraîcheur de l'air du soir. « Je n'ai vu aucun Indien, Marshal. J'ai travaillé toute la journée sur la clôture sud. » Le regard de Webb balaya le ranch du regard, enregistrant chaque détail. Cet homme ne manquait rien, c'est ce qui le rendait si dangereux. Son regard s'attarda sur les taches sombres dans la terre près du puits et Tobias sentit son estomac se nouer. Webb descendit de cheval lentement, délibérément, car cela ressemblait bien à du sang frais, et à moins que vous n'ayez abattu du bétail à côté de votre source d'eau potable, je dirais que quelqu'un est venu ici récemment. Derrière Tobias, caché par le mur de pierre du puits, l'Indien blessé restait parfaitement immobile, mais Tobias pouvait sentir la tension qui émanait de lui comme la chaleur d'une forge. Un seul bruit, un seul mouvement, et ils étaient tous les deux des hommes morts. Webb fit 3 pas vers lui, la main posée ouvertement sur son pistolet. « Tu sais quelle est la peine pour avoir hébergé des fugitifs indiens, Hart ? Hart ? Eh bien, c'est la même peine que pour trahison, une corde autour du cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Tobias sentit tous les muscles de son corps se contracter comme un ressort, prêt à se battre ou à fuir, sachant qu'aucune de ses options ne les sauverait. Webb était trop près maintenant, le moindre mouvement brusque exposerait l'Indien et, une fois que cela se produirait, les balles commenceraient à siffler. C'est alors que quelque chose d'impossible se produisit. L'Indien blessé parla, non pas en anglais, mais dans sa langue maternelle, une série de mots qui coulaient comme de la musique, clairs et forts malgré ses blessures, des mots qui firent se figer Marshal Webb en plein élan et lui vidèrent le visage de toute couleur comme l'eau d'un seau cassé. La main de Webb lâcha son pistolet, sa bouche s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson haletant, et lorsqu'il retrouva enfin la voix, ce n'était qu'un murmure à peine audible, « Mon Dieu, c'est vous !» Les 5 autres cavaliers mirent immédiatement pied à terre, oubliant leurs armes, leur visage affichant le même mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur, mais pas le genre de peur que les hommes montrent lorsqu'ils font face à un ennemi. Le genre de peur que ressentent les hommes lorsqu'ils réalisent qu'ils viennent de commettre une terrible erreur. Webb se tourna vers Tobias, le visage désormais pâle comme la neige hivernale. « As-tu la moindre idée de qui tu as aidé ?» Tobias fixa le visage terrifié de Marshal Webb, l'esprit tournant à toute vitesse comme une roue de charrette enlisée dans la boue. En 12 ans de vie à la frontière, il n'avait jamais vu le policier impitoyable montrer de la peur pour quoi que ce soit, ni pour les hors-la-loi, ni pour les animaux sauvages, ni même pour les guerriers apaches qui avaient réduit 3 colonies en cendres l'été dernier. Mais maintenant, Webb ressemblait à un homme qui venait de voir un fantôme. L'Indien blessé reprit la parole, cette fois dans un anglais parfait, sa voix empreinte d'une autorité qui semblait remplir tout le ranch. « Dis-lui qui je suis, Marshal. Dis-lui pourquoi tu as chevauché si vite pour me trouver. » La pomme d'Adam de Webb bougea lorsqu'il déglutit bruyamment. Quand il prit enfin la parole,
sa voix se brisa comme celle d'un adolescent. Voici Ayana, fils du chef Takakota des Apaches du Nord. C'est lui celui qui a négocié le traité de paix avec Fort Richardson au printemps dernier. Tobias sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le traité de paix, le même traité qui avait mis fin à 3 années de guerre brutale entre les colons et les Apaches, le même traité qui avait sauvé des centaines de vies des deux côtés, le même traité qui avait permis aux familles de s'installer en toute sécurité sur ce territoire sans craindre les raids nocturnes. Et c'était lui qui avait abreuvé l'homme qui avait rendu tout cela possible. Mais si Ayana était un artisan de la paix, pourquoi fuyait-il la justice avec une balle dans le flanc? Il y a eu une embuscade, continua Ayana, la respiration encore difficile, mais la voix qui reprenait des forces à chaque mot. Il y a 3 jours, une réunion avec le colonel Morrison au sujet de l'extension du traité au territoire du Sud. Mais Morrison avait d'autres plans. Le visage de Webb passa du pâle au gris. Le colonel Morrison est mort, abattu dans le dos lors d'une attaque indienne il y a 3 jours. Tu recherché pour son meurtre, car c'est ce qu'ils veulent vous faire croire, dit Ayana en se redressant contre le puits. Morrison n'a pas été tué par des Indiens, mais par des hommes portant des peintures de guerre et parlant juste assez l'Apache pour tromper les témoins, des hommes qui savaient exactement quand et où nous allions nous rencontrer. Les implications frappèrent Tobias comme un coup physique. Quelqu'un avait mis en scène le meurtre de Morrison pour faire porter le chapeau à Ayana, quelqu'un qui voulait détruire le traité de paix, quelqu'un qui voulait que le territoire brûle à nouveau. Qui? Demanda Webb, bien que son expression suggérait qu'il soupçonnait déjà la réponse. Les yeux sombres d'Ayana se durcirent comme de la pierre. Les mêmes hommes qui vendaient des armes aux tribus rebelles, les mêmes hommes qui s'enrichissaient grâce à cette guerre, les mêmes hommes qui vous avaient envoyé me traquer au lieu de rechercher les vrais meurtriers. Webb recula d'un pas, sa main se dirigeant inconsciemment vers son arme avant de s'arrêter. Vous parlez de trahison, de corruption au sein du gouvernement territorial. Ce sont des accusations graves, et elles resteront des accusations tant que je ne pourrai pas les prouver, répondit Ayana. C'est pourquoi ils veulent ma mort avant que j'atteigne le conseil Apache demain, pourquoi ils m'ont tiré dessus et m'ont laissé pour morte, pourquoi ils comptent sur des hommes comme vous pour terminer ce qu'ils ont commencé. Tobias observait cet échange avec une appréhension grandissante. Il pensait simplement aider un inconnu blessé, mais il s'était retrouvé au milieu d'un complot qui risquait de déchirer tout le territoire. Mais ce qui le glaçait le plus, c'était de réaliser que si Ayana disait la vérité, alors le marshal Webb n'était pas venu ici pour arrêter un fugitif, mais pour commettre un meurtre. Le silence s'étirait comme une corde tendue sur le point de se rompre. Les 5 hommes de Webb s'agitaient nerveusement sur leurs selles, les mains près de leurs armes, les yeux rivés sur le marshal et l'Apache blessé qui venait d'accuser la moitié du gouvernement territorial de meurtre et de trahison. Tobias pouvait voir la guerre se dérouler dans les yeux de Webb. Le marshal était pris au piège entre son devoir et la vérité, entre ses ordres et sa conscience, et les hommes comme Webb ne savaient pas bien gérer les dilemmes moraux. Ils les résolvaient généralement avec des balles. Même si ce que vous dites est vrai, dit lentement Webb, j'ai mes ordres, vous êtes recherché pour le meurtre de Morrison, je suis censé vous ramener mort ou vif. Mort serait plus pratique, répondit Ayana d'une voix imperturbable malgré la douleur qui se lisait sur son visage. Les morts ne peuvent pas témoigner, les morts ne peuvent pas révéler qui profite réellement d'une nouvelle guerre indienne. L'un des hommes de Webb, un jeune adjoint aux yeux nerveux, se pencha en avant sur sa selle Marshall. S'il dit la vérité au sujet du traité de paix, tais-toi Bradley. Webb rétorqua sèchement, mais Tobias pouvait voir le doute s'insinuer dans l'expression du marshal. Comme des fissures dans un mur quand Ayana joua sa dernière carte. Il plongea la main dans une pochette en cuir attachée à sa ceinture et en sortit, les doigts tremblants, un morceau de papier plié et taché de sang. C'est pour ça qu'ils ont essayé de me tuer. Une lettre du colonel Morrison écrite la veille de sa mort. Webb fixa la lettre comme si elle allait s'enflammer. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que Morrison a découvert qui fournissait des armes aux tribus rebelles. Des noms, des dates, des quantités. Assez de preuves pour pendre une douzaine d'hommes. Les yeux d'Ayana ne quittaient pas le visage de Webb. Y compris la preuve que quelqu'un au bureau du shérif territorial avait accepté des pots de vin pour fermer les yeux. Les mots frappèrent Webb comme un coup physique. Son visage passa par plusieurs nuances de pâleur avant de prendre une teinte verdâtre. Derrière lui, ces hommes échangèrent des regards nerveux, soudainement très intéressés par l'examen de leurs armes. Tobias sentit son cœur battre à tout rompre contre ses côtes. Il était témoin de quelque chose qui pouvait tout les faire tuer. Le moment où un homme de loi corrompu réalisait que sa propre tête était sur le billot. Tu mens, dit Webb, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Ayana brandit la lettre.
Morrison m'a fait suffisamment confiance pour me donner ça le soir de sa mort. Il m'a dit de l'apporter à Fort Richardson s'il lui arrivait quelque chose. Il disait que c'était une assurance. Webb fit un pas en avant, la main agrippant son pistolet. Donne-moi cette lettre pour que tu puisses la détruire. Ayanna secoua la tête. Pense pas, Marshall, mais je vais te proposer un marché. Laisse-moi vivre assez longtemps pour atteindre le conseil Apache demain, et je m'assurerai que ton nom ne soit pas mentionné quand tout ça sera révélé au grand jour. L'offre resta en suspens comme la fumée d'un coup de feu. Tobias voyait Webb calculer les chances, peser les risques, essayer de déterminer quel choix lui permettrait de rester en vie plus longtemps. Mais ce qui se passa ensuite surprit tout le monde. L'adjoint Bradley mit pied à terre et marcha lentement vers le puits, les mains levées en signe de paix. Marshall, j'ai réfléchi à quelque chose. Vous vous souvenez de cette cargaison de fusils qui a disparu il y a 3 mois, celle qui, selon ce qu'on nous a dit, a été volée par des Indiens. Le visage de Webb s'assombrit. Qu'est-ce que ça a à voir? A vu son visage s'assombrir. Qu'y a-t-il? J'ai vu ces mêmes fusils 2 semaines plus tard entre les mains de colons qui se dirigeaient vers le sud. Le jeune visage de Bradley était rouge, soit de courage, soit de peur. Je me suis demandé qui volait vraiment qui. Cette révélation a brisé quelque chose dans le groupe. Soudain, d'autres adjoints ont hoché la tête, échangeant des regards, se souvenant de choses qui n'avaient pas eu de sens à l'époque. Tobias a réalisé qu'Ayanna venait de faire quelque chose de remarquable sans tirer un coup de feu ni élever la voix. Il avait retourné les propres hommes de Webb contre lui. Si vous appréciez cette histoire de courage dans le Far West, cliquez sur le bouton « S'abonner », car ce qui va se passer ensuite va changer tout ce que ces hommes pensaient savoir sur la contre lui. Si vous appréciez cette histoire de courage dans le Far West, cliquez sur le bouton « S'abonner », car ce qui va se passer ensuite va changer tout ce que ces hommes pensaient savoir sur la justice. Mais Webb n'était pas du genre à se laisser faire sans se battre, et lorsqu'ils sont acculés, les hommes dangereux font des choses dangereuses. La main de Webb se crispa sur la crosse de son pistolet jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Un animal acculé est toujours le plus dangereux, et Tobias pouvait voir le moment précis où le marshal décida que les balles étaient plus simples que la vérité. Vous êtes tous des imbéciles, grogna Webb, son masque de civilité tombant enfin. Vous pensez que la parole de ce sauvage vaut quelque chose contre la mienne? Vous pensez que quelqu'un croira le témoignage d'un Indien mort et d'une poignée de traîtres? Les adjoints se dispersèrent instinctivement, les mains se dirigeant vers leurs armes, mais Tobias pouvait voir l'incertitude sur leur visage. Des années passées à suivre des ordres les mettaient en conflit avec la prise de conscience croissante que ces ordres pouvaient être erronés. Ayanna se releva péniblement en s'appuyant sur le puits en pierre. Du sang coulait entre ses doigts pressés contre sa blessure, mais sa voix restait ferme. La vérité se moque de savoir qui l'a dit, Marshall. C'est simplement la vérité. Webb spat, avez-vous assassiné un officier de l'armée américaine? Il sortit son pistolet d'un seul mouvement fluide, le canon pointé vers Ayanna, mais avant qu'il n'ait pu tirer, l'adjoint Bradley s'interposa dans la ligne de tir, son arme levée. Baissez votre arme, Marshall. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre à travers le ranch. 4 autres adjoints suivirent l'exemple de Bradley, leurs armes pointées sur leur propre commandant. Un seul homme resta fidèle à Webb, un vétéran grisonnant nommé Hawkins, qui semblait aussi corrompu que son patron. Vous faites une erreur, les gars, dit Webb, bien que la sueur perlait sur son front. Une erreur qui vous coûtera vos insignes, voire vos vies. Peut-être, répondit Bradley, mais j'ai commis suffisamment d'erreurs en suivant vos ordres, je n'en commettrai plus. Tobias observait cette confrontation avec une appréhension grandissante. 6 hommes armés dans son ranch, tous pointant leurs armes les uns vers les autres, tous convaincus d'avoir raison. C'était ainsi que commençaient les guerres de territoire, c'était ainsi que des hommes bons mouraient pour de mauvaises raisons. C'est alors qu'Ayanna fit quelque chose d'inattendu, il se mit à chanter, non pas en anglais, mais en apache, une mélodie grave et envoûtante qui semblait s'élever de la terre elle-même. Les mots anciens se propagèrent à travers le ranch comme le vent à travers les parois du canyon, parlant d'honneur et de sacrifice des frères qui s'étaient unis contre les ténèbres. L'effet fut immédiat et surprenant. Les adjoints baissèrent légèrement leurs armes, ne comprenant pas les mots, mais ressentant leur puissance. Même Webb sembla momentanément hypnotisé par le son. Et tandis qu'ils écoutaient, fascinés, Ayanna faisait tout autre chose, il appelait son peuple. La chanson était un signal, un message porté par le vent du soir à des oreilles qui savaient écouter. Tobias s'en rendit compte avec un frisson qui lui parcourut l'échine comme de l'eau glacée.
Ayana ne se contentait pas de chanter, il invoquait. La mélodie prit fin et le silence s'abattit sur le ranch comme une lourde couverture, mais dans ce silence, Tobias entendit quelque chose qui lui glaça le sang, des bruits de sabots lointains, mais qui se rapprochaient, de nombreux bruits de sabots qui se déplaçaient rapidement. Webb les entendit aussi et son visage devint pâle comme le clair de lune. Combien? Ayana sourit malgré sa douleur. Assez. Le bruit s'amplifia, se multiplia jusqu'à ressembler à un tonnerre roulant à travers les plaines. Pas 6 cavaliers cette fois, pas même une douzaine, mais toute une troupe de guerriers apaches chevauchait vers le ranch de Tobias et ils arriveraient dans quelques minutes. Webb leva à nouveau son pistolet, le pointant cette fois directement sur la poitrine de Tobias. C'est toi qui as fait ça, tu l'as aidé à leur faire signe. J'ai donné de l'eau à un homme mourant, répondit Tobias, surpris par le calme de sa propre voix. Comme je le fais pour toute créature qui souffre sur mes terres. Les bruits de sabots étaient désormais assez proches pour être ressentis dans le sol sous leurs pieds, assez proches pour être comptés, trop nombreux pour être comptés. Webb comprit enfin ce qu'Ayana avait prévu depuis le début. Ils apparurent à l'horizon comme une vision d'un autre monde, 50 guerriers apaches à cheval avançant en formation parfaite, leur peinture de guerre brillant dans la lumière déclinante du soleil. Mais alors qu'ils se rapprochaient, Tobias réalisa quelque chose qui contredisait tout ce qu'il croyait savoir sur les guerriers indiens, ils ne venaient pas pour se battre. À la tête du groupe se trouvait un vieux chef dont la présence imposait le respect à 100 mètres à la ronde. Ses cheveux gris étaient tressés avec des plumes d'aigle et, malgré son âge, il était assis sur son cheval avec la dignité d'un homme qui ne s'était jamais incliné devant personne. Derrière lui chevauchaient des guerriers de tous âges, des combattants aguerris aux jeunes braves à peine assez âgés pour porter des armes, mais leurs armes restaient dans leurs étuis. Le visage de Webb, son visage passait de la confusion à la peur, puis à un calcul désespéré. Il tenait toujours son pistolet braqué sur Tobias, mais sa main tremblait comme celle d'un homme fiévreux. Cela ne change rien, j'ai toujours mes ordres, vos ordres, une nouvelle voix retentit, ne sont plus valables. Tout le monde se retourna pour voir l'adjoint Bradley brandir un document officiel. Cela est arrivé ce matin, Marshal, directement du gouverneur territorial. Toute poursuite d'Ayana est suspendue en attendant l'enquête sur la mort du colonel Morrison. Le visage de Webb devint violet de rage. Espèce de menteur, vérifiez votre propre sacoche de courrier, Bradley, l'interrompit-il, à moins que vous n'ayez été trop occupé à collecter des primes pour lire votre courrier officiel. Les écrivains apaches formèrent un large cercle autour du ranch, sans menace, mais sans aucun doute, leur chef descendit de cheval et marcha lentement vers le puits où son fils l'attendait. À chaque pas, les yeux du vieil homme ne quittaient pas le visage d'Ayana, à la recherche de signes de blessures graves. Lorsque le père et le fils s'étreignirent, un soupir collectif sembla s'élever de l'assemblée des guerriers. Tobias se rendit compte qu'il était témoin d'un moment sacré, les retrouvailles d'un chef avec son peuple, d'un père avec son enfant, d'un négociateur de paix avec ceux qu'il avait juré de protéger. Le chef s'adressa à son fils dans un apache rapide, ses mains burinées vérifiant la blessure, le visage grave et inquiet. Ayana répondit dans la même langue, mais Tobias comprit suffisamment d'anglais pour saisir l'essentiel, la vérité, le complot, les noms des véritables assassins. Lorsque la conversation prit fin, le chef se tourna vers Webb, les yeux brillants comme des diamants noirs. Son anglais était parfait et précis. Marshal Webb, mon fils m'a dit que vous étiez venu ici pour l'assassiner. Le pistolet de Webb trembla. Je suis venu ici pour arrêter un fugitif. Un fugitif qui fuit votre propre corruption, répondit le chef, un homme dont le seul crime a été de découvrir comment vous et vos amis avez profité de la guerre entre nos peuples. L'accusation flottait dans l'air comme la fumée d'un enterrement. Hawkins, le dernier allié de Webb, reculait lentement son cheval hors du cercle, calculant clairement ses chances de s'échapper. Vous n'avez aucune preuve, dit Webb, mais sa voix se brisa sur ces mots. Le chef sourit, non pas chaleureusement, mais avec la satisfaction d'un homme qui détient toutes les cartes. Nous avons la lettre de Morrison, nous avons le témoignage des véritables meurtriers qui ont tout avoué avant de mourir en tentant d'échapper à notre justice, et nous avons autre chose. Il fit signe à l'un de ses guerriers qui s'avança, portant une sacoche en cuir. Le guerrier en sortit une pile de papiers qui rendirent le visage de Webb livide. Votre correspondance avec les trafiquants d'armes, continua le chef. Chaque paiement, chaque expédition, chaque mensonge que vous avez dit pour couvrir vos traces. Morrison était plus minutieux que vous ne le pensiez. Le monde de Webb s'écroula à cet instant. Tobias regarda un homme corrompu réaliser que tous ses complots, toute sa violence, toutes ses trahisons n'avaient servi à rien.
Les preuves étaient accablantes, les témoins fiables, la justice inévitable, mais les animaux acculés étaient imprévisibles. Webb pointa son pistolet vers le chef, le désespoir l'emportant sur le bon sens. « Si je dois mourir, je t'emmène avec moi. » Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé plus vite que la pensée. Ayanna s'est jetée entre le pistolet et son père malgré sa blessure. Le pistolet a tiré et 50 guerriers apaches ont saisi leurs armes à l'unisson, mais le tir a raté sa cible, car Tobias Hartwell, un simple éleveur qui voulait juste aider un homme assoiffé, avait plaqué Marshall Webb par derrière, les envoyant tous deux s'écraser au sol dans un tourbillon de poussière et de rage. La poussière est retombée comme un rideau tombant sur le dernier acte d'une pièce de théâtre. Webb gisait immobile sous Tobias, son pistolet projeté au loin par l'impact. L'adjoint Bradley et ses hommes ont rapidement maîtrisé Webb et Hawkins, tandis que les guerriers apaches baissaient lentement leurs armes. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui restera gravé dans la mémoire de Tobias pour le reste de sa vie. Le chef s'est avancé lentement vers Tobias, qui reprenait son souffle dans la poussière. Le visage buriné du vieil homme restait impassible tandis qu'il observait ce rancher blanc qui avait tout risqué pour un étranger. Puis, sans prévenir, il a posé ses deux mains sur les épaules de Tobias et lui parla en apache, avec le poids d'une cérémonie d'honneur et de reconnaissance. Ayanna traduisit sa voix chargée d'émotion, « Tu es désormais le frère de notre peuple. Ce que tu as fait aujourd'hui, faire preuve de miséricorde envers un ennemi, risquer ta vie pour la vérité, choisir le courage plutôt que la peur, ce sont là les actions d'un véritable guerrier. » Tobias sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme une porte s'ouvrant pour laisser entrer la lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Toute sa vie, on lui avait enseigné que les Indiens étaient des sauvages, des ennemis, des obstacles à la civilisation, mais en regardant dans les yeux anciens du chef, il ne vit que de la sagesse, de la dignité et une sorte de respect qu'il n'avait jamais obtenu de son propre peuple. La cérémonie qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Tobias avait jamais vu. Les guerriers apaches mirent pied à terre et formèrent un cercle autour de lui. Un par un, ils s'approchèrent et lui touchèrent la main, sans poignée de main à la manière des Blancs, mais quelque chose de plus profond, une reconnaissance de parenté qui transcendait la couleur de peau ou la culture. Lorsque le dernier guerrier eut rendu hommage, le chef offrit à Tobias un cadeau qui lui coupa le souffle, une lance de guerre décorée de plumes d'aigle et de perles finement travaillées, dont le manche avait été poli par des générations de mains. Elle appartenait à mon grand-père, expliqua le chef, et à son grand-père avant lui. Elle n'avait jamais été portée par quelqu'un qui n'était pas né apache, jusqu'à aujourd'hui. Alors que le soleil se couchait sur les montagnes occidentales, peignant le ciel de nuances dorées et cramoisies, les apaches se préparèrent à partir. La blessure d'Ayanna avait été soignée correctement par le guérisseur de la tribu et, bien qu'il fût encore faible, il vivrait pour voir le traité de paix étendu et les véritables conspirateurs traduits en justice. Avant de monter à cheval, Ayanna serra une dernière fois la main de Tobias. « Tu as sauvé plus que ma vie aujourd'hui, mon frère, tu as sauvé la paix entre nos peuples. » « J'ai juste donné de l'eau à un homme assoiffé, » répondit Tobias. « Parfois. » Ayanna sourit. « C'est ainsi que le monde change, un verre d'eau à la fois. » 24 heures plus tard, comme le titre l'avait promis, ils étaient partis, mais ils avaient laissé derrière eux quelque chose de précieux, la preuve que dans un monde rempli de haine et de peur, la simple décence humaine pouvait encore faire des miracles. Webb et Hawkins furent jugés et condamnés pour trahison, corruption et complot en vue de commettre un meurtre. L'opération Gununning fut démantelée et le traité de paix fut non seulement renouvelé, mais étendu à toutes les tribus du territoire. Tobias Hartwell, un simple éleveur qui avait fait preuve de miséricorde envers un étranger, est devenu le premier homme blanc de l'histoire du territoire à être officiellement adopté par la nation apache. Car parfois, dans le paysage brutal du Far West, les plus grandes batailles n'étaient pas gagnées avec des armes ou de la violence, mais avec quelque chose de bien plus puissant, le courage de voir les ennemis comme des êtres humains et la sagesse de choisir la compassion plutôt que la peur. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran pour découvrir une histoire encore plus belle que celle-ci, avec un rebondissement si puissant que vous ne l'oublierez pas de sitôt. Cliquez sur la vidéo.